Allez-y, hein. Bon après-midi à tous. Aujourd'hui, nous allons présenter notre projet. C'est les indicateurs de performance réalisés par moi-même, Firas Ben Salah, Mohamed Aziz Ben Khalifa et Lémi Seljeidi. D'abord et avant de commencer, voici notre plan de travail. Introduction, mission et possibilités, les types des indicateurs et finalement la conclusion. Tous les entrepreneurs, dirigeants de TPE ou créateurs d'entreprises gardent en tête de suivre, de maintenir ou d'améliorer les performances de leur entreprise. Chiffre d'affaires, état des stocks, carnet de commandes, panier moyen, nouveaux marchés, nouveaux produits, etc. Pour mesurer efficacement la performance de son entreprise, l'entrepreneur doit mettre en place des indicateurs. On passe maintenant qu'est-ce qu'un indicateur de performance. Voilà une définition générale. Un indicateur est une information ou un ensemble d'informations contribuant à l'appréciation d'une situation pour le décideur. Maintenant, on va passer dans une définition spécifique. Un indicateur de performance ou bien le KPI est une mesure ou un ensemble de mesures braquées sur un aspect critique de la performance globale de l'organisation. Aussi, un indicateur de performance ne laisse jamais le décideur indifférent. Lorsque le décideur n'agit pas, c'est en toute conscience. Aussi, un indicateur de performance, voilà maintenant nous allons passer pour leur mission. Un indicateur de performance a pour mission de mesurer le rendement des actions impliquées dans l'atteinte des objectifs qu'une organisation s'est fixée à court, moyen et long terme. Aussi, il permet de comparer ses pratiques et ses résultats avec ceux de l'industrie. Grâce à l'exploitation de données nécessaires, l'interprétation des indicateurs de performance, un dirigeant d'entreprise peut évaluer la productivité de son organisation et suivre le rythme des efforts attribués à cette dernière. Par le moyen de ces références, une organisation peut mieux cibler les pistes d'amélioration à apporter qui permettront d'atteindre son objectif de croissance. Voilà quelques icônes pour faciliter les connaissances. C'est quoi la performance opérationnelle? La performance opérationnelle reflète la capacité d'une entreprise ou d'une équipe à atteindre des objectifs avec une utilisation optimale des moyens et ressources sur une période donnée. Elle peut donc se définir par le rapport entre les objectifs atteints et les moyens utilisés. Voilà un schéma d'une approche globale de la performance opérationnelle. Voilà la performance opérationnelle, son cycle, efficience, résultat, efficacité, objectif, pertinence et moyens mobilisés. C'est un cycle qui se déroule automatiquement. Les indicateurs de performance, aussi appelés KPI, d'une entreprise sont à la fois un outil de mesure de la santé de l'entreprise et un outil d'aide de la décision. Ils touchent tous les domaines d'activité dans l'entreprise. Ils permettent de connaître l'efficacité de la production. La performance opérationnelle aussi reflète la capacité d'une entreprise ou d'une équipe à atteindre des objectifs avec utilisation optimale des moyens et ressources sur une période donnée. Elle peut donc se définir par le rapport entre les objectifs atteints et les moyens utilisés. Aussi, elle est optimale lorsque l'atteinte des objectifs est maximale et les moyens utilisés sont minimaux. Voilà un petit vidéo explicatif qui résume tout ce qu'on dit dans la première partie de la présentation. Qu'est-ce qu'un KPI? Voilà la définition d'un KPI. Indicator est un terme anglais qui signifie en français indicateur clé de performance. On pourrait dire que les KPI sont des unités de mesure qui permettent aux entreprises d'évaluer l'efficacité d'un projet. Ils servent à savoir si on se rapproche bien de l'objectif que l'on s'est fixé. Les KPI s'utilisent dans des domaines très variés comme le marketing, la vente, le digital, les ressources humaines, la finance ou encore la logistique. Quels sont les différents KPI? Les différents types de KPI. D'un côté, les Activity Metrics, qui concernent directement l'activité de l'entreprise,
et que l'on peut utiliser pour mesurer le taux de satisfaction des employés ou le nombre de produits sortant d'un département vers un autre, par exemple. De l'autre côté, on trouve les impact metrics qui servent à évaluer les effets des actions que l'entreprise a réalisées sur son marché. Ils permettent de mesurer les impacts positifs ou négatifs d'une stratégie mise en place pour augmenter les ventes ou ralentir un taux de désabonnement, par exemple. Comment définir ces indicateurs clés de performance? Les KPI étant une unité de mesure qui s'applique à des domaines très variés, c'est à chaque entreprise de définir ses propres KPI, en fonction de ses besoins et des projets qu'elle compte évaluer. Pour définir au mieux ces KPI, il faut bien identifier le besoin qu'ils doivent satisfaire, s'aligner sur la stratégie et les objectifs de l'entreprise et faire en sorte que les indicateurs clés de performance débouchent sur des plans d'action. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Aziz. Salut tout le monde. Pour que ces processus comparatifs soient pertinents, il est nécessaire de passer par des indicateurs KPI, Key Performance Indicator, permet de comparer de performances suivant des critères prédictables. Voici le processus de création de KPI. On a l'objectif, facteur clé de succès, KPI, métriques et mesures. On passe à les différents objectifs de KPI. On a orienté les activités afin d'atteindre les objets fixes, corriger les anomalies détectées, justifier les actions à mener avec des éléments d'épreuve, valider la vision stratégique et la décision prise. On a l'indicateur SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, temporellement défini. Pour assurer que vos indicateurs de performance soient appropriés à votre réalité, assurez qu'elle répond à 5 critères qui rappellent la pertinence des objectifs SMART, spécifiques, définis précisément quant à ce qui doit être fait par que et comment, mesurables dans la quantité et la qualité doivent pouvoir être évalués précisément, acceptable, atteignable et accepté, réalisant, envisageable et suffisamment motivant, temporellement défini et déterminé dans le temps. Exemple d'objectif SMART, le directeur d'une parfumerie fixe à sa responsable de magasin l'objectif suivant: augmenter les ventes de parfumés de la gamme Lambad durant le mois précédent la fête des mères, de 20% par rapport à l'an dernier. Sur cette même période, l'objectif SMART spécifique, il est clairement exprimé, précis et compréhensible. Mesurable, les données collectées sur les 2 années, permettant de chiffrer précisément et objectivement les résultats. Atteignable, le cible est ambitieuse, tout en restant atteignable. Réaliste, une augmentation de 20% de ses ventes s'inscrit dans l'objectif global de l'enseigne. Temporellement défini, la durée et la période de référence sont clairement établies. Je passe la parole à ma collègue Lamis. Bonjour tout le monde. Ceci nous amène à aborder le point suivant, c'est le tableau de bord. Donc, afin de mieux comprendre la notion d'un tableau de bord, on commence par le définir. Vous pouvez passer, Aziz. Tout d'abord, ce tableau est un outil de... Merci. Donc, le tableau de bord est un outil de pilotage qui présente les activités et les résultats d'une entreprise. Il aide à anticiper les évolutions prévisibles et à prendre les décisions adéquates. Il est aussi un véritable aide à la réalisation des objectifs fixés. On passe maintenant au point suivant. Principalement, un tableau de bord doit remplir les rôles suivants. Il permet aux décideurs d'identifier les écarts le plus rapidement possible et d'effectuer des actions correctives. Il joue aussi un rôle d'un outil de communication en interne. Il est également un outil de motivation au sein de l'entreprise en mettant en lumière les objectifs de l'entreprise et stratégies.
Et enfin, il favorise l'apprentissage continu en recherchant constamment à améliorer la performance de l'entreprise. Donc, bien sûr, il existe différents types de tableaux de bord où on trouve le tableau de bord stratégique. C'est un modèle permettant de piloter la performance en s'appuyant sur la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est un outil de pilotage à long terme. Le tableau de bord budgétaire qui consiste à comparer les prévisions budgétaires et les chiffres réels. Ce tableau de bord, c'est un outil de pilotage à moyen terme. Et enfin, on trouve le tableau de bord opérationnel qui permet de suivre l'avancement et la performance des plans d'action mis en place par le chef ou la direction de l'entreprise. Donc, c'est un outil de pilotage à court terme. En conclusion, c'est vrai que ces trois tableaux de bord ne sont pas conçus pour le même niveau, mais ils font une grande partie de la réalisation des objectifs et de prendre des décisions adaptées. On peut finir par cette conclusion. Les KPI servent à mesurer les différents secteurs et domaines d'activité dans les entreprises. Ils aident à évaluer les actions réussies et à identifier les possibilités d'optimisation et de réduction des coûts. Notre exposé met fin, c'est la fin de notre exposé. Merci pour votre attention. Merci pour la présentation. Alors, votre avis sur la présentation de vos camarades. Votre avis, Mata, qu'est-ce que vous avez retenu? Est-ce que vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire un KPI, un indicateur de performance? Non? Vous n'avez pas compris, donc la présentation est mauvaise? Je donne une mauvaise note? Si vous n'avez rien compris. Allez, je mauvaise note, madame. Qu'est-ce que tu as dit? Alors, le reste. Les marmouches présentation. Est-ce que la présentation est bonne? Oui, madame. Ah ouais? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette bonne présentation? C'est une bonne présentation, bien sûr. Mais il faut réagir. Qui marquait la dernière fois? Je désigne à quelqu'un pour répondre. Qu'est-ce qu'un indicateur de performance? Qu'est-ce que vous avez retenu? À part Firas, Aziz ou Lemis. Hein? Mais, comme je vous ai dit, alors, la discussion, c'est une partie du cours. Donc, مش خاطر en ligne, نمشي ligne tout faire la présentation, voilà, on attend l'enregistrement. Il faut réagir. D'accord? Mais, je suppose que vous n'avez pas suivi la présentation. Hein? Donc, je vais discuter surtout avec les trois qui ont présenté. Alors, est-ce que vous pouvez me montrer la diapositive 7, s'il vous plaît? Tu peux écrire 7 entrées, Aziz. Voilà. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un cycle là? La question pour les trois et pour tout le monde. Est-ce qu'il s'agit d'un cycle? Bon. Donc, vous avez, oui, Khalil. Qui a présenté la présentation, c'est pas grave. Il a dit qu'il s'agit d'un cycle de 3 indicateurs. Mais ce n'est pas un cycle. Une approche. Même pas hier, Aziz. Et 3 indicateurs avec le sommet du triangle Shnouma avec objectif, résultat et moyen. Ce sont des caractéristiques, مش cycle, des sous forme caractéristique نتاعهم. Oui, donc vous êtes d'accord qu'il ne s'agit pas de cycle. مش cycle. Juste la performance opérationnelle a ses caractéristiques. Non, la performance opérationnelle est mesurée principalement par 3 indicateurs qui sont l'efficacité, l'efficience et la pertinence. Et ce qui est au sommet du triangle là, ce sont les critères selon lesquels on mesure ces indicateurs-là.
comment on va quantifier l'efficacité, l'efficience et la pertinence. Je vais revenir à ça dans le cours. Ce qui est à préciser, c'est qu'il ne s'agit pas d'un cycle. D'accord? مش خاطر فما des flèches ou فما un flux qui circule, mais c'est un cycle. Je vais revenir en détail pour ces trois indicateurs. La diapositive 11, s'il vous plaît. Qui peut m'expliquer ce processus? C'est un processus de quoi, en fait? Création de KPI. Processus de création de KPI. Qui veut dire quoi? Explicitement, par un exemple. Comment procéder pour appliquer ce processus-là? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple pour l'exploitation de ce processus? Un exemple concret sur une chaîne de production, là, dans un atelier, là, quand vous voulez. Madame, question un exemple d'application de ce que vous avez appelé ici processus de création. Un exemple de processus sur lequel on va créer. مثلا l'évaluation تاع حاجه في entreprise باش تعمل évaluation معناها حاجه غير صارت سي بون نحن باش نقولوا رانا un exemple concret oui. اختاروا une fonction et proposez un exemple. Je pose une autre question. Là, vous avez proposé un processus dans un seul sens. Vous avez proposé objectif, facteurs clés, indicateurs, barres métriques et mesures. Est-ce que, dans le cas général, un processus est toujours dans un seul sens ou il y a quelque part un contrôle et une vérification de la pertinence de ce KPI-là? Est-ce que par exemple, justement, l'exemple, c'était justement pour ça. Donc, normalement, quelque part dans ce processus, il y a un flux de retour. Donc, je ne peux pas aller dans un seul sens. Donc, vous êtes d'accord qu'il manque le contrôle. Oui, أكيد فما كنترول كل خاطر KPI معناها واحد باش يقيس برودكتيفيتي ولا حاجة. تكون فما كنترول عليه مش خاطر باش لا مش كنترول عليه الكابي. لازم نشوفوا كنترول على الكل على البروسيسوس. Non, c'est pas la question. Est-ce que c'est l'objectif interne ou de façon voilà, je cherche par exemple une chaîne de production et je vais mesurer la productivité. J'ai défini une équation pour la productivité. La définition, c'est là où c'est écrit KPI. Oui ou non? Oui. Je vais définir le ratio. Vous n'avez pas mentionné ça, mais un indicateur de performance, ça doit être un ratio. Est-ce que à l'étape turquoise où vous avez écrit où c'est écrit KPI, est-ce qu'il y a une étape de contrôle de l'adéquation de cet indicateur par rapport au fonctionnement LLE? Il doit y avoir un contrôle, oui ou non? Oui. Oui. Lorsque j'ai un contrôle à n'importe quel point, donc il y a deux scénarios. Ou bien l'indicateur est bon, donc je passe à la métrique. Ou bien l'indicateur est mauvais et là, je dois revoir ou bien l'objectif ou bien les facteurs de succès. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, d'accord. On a défini l'indicateur. J'explique pour tout le monde, pour ceux qui ont présenté, s'il vous plaît. Donc, j'ai défini l'indicateur, je passe métrique. Métrique veut dire quoi? Qu'est-ce que je vais utiliser pour mesurer cet indicateur-là? Oui. J'ai utilisé un capteur. Avec une précision bien donnée. Et je trouve que cette précision n'est pas suffisante. Est-ce que je dois revoir l'indicateur ou bien l'objectif ou bien les facteurs du succès ou là je passe quand même si l'indicateur a une mauvaise précision de mesure? Je dois contrôler. Je dois vérifier s'il s'agit bien de l'indicateur que je cherche, du capteur dont j'ai besoin ou pas. Oui ou non? Oui. Donc, il y a ici aussi un contrôle qui peut être fait. La précision des mesures aussi. Donc, c'est pour dire, n'importe quel processus, on doit toujours prévoir des retours, des contrôles, des tests. Est-ce que tout va bien? Donc, je passe à l'étape suivante. Sinon, je reviens pour contrôler, pour modifier quelque chose.
surtout dans un processus aussi délicat de définition d'un indicateur de performance pour évaluation ou l'analyse, peu importe. D'accord? D'accord. J'arrive au choix. Je sais que ce n'est pas vous qui a créé ce processus, c'est une bibliographie qui a été faite. Et là, je reviens à la même remarque que je vous ai donnée en classe la dernière semaine concernant les références bibliographiques. Vous n'avez pas mis vos références. Non, oui. D'accord? Quelles sont les références? J'ai vérifié toute seule pourquoi le processus il est aussi direct, par exemple. Donc, fallait mettre les références bibliographiques pour toutes les figures que vous avez mis ou pour la vidéo aussi. La vidéo, elle est très pertinente. Je vous félicite pour le choix. Donc, avant de partager votre présentation sur le Drive, ajoutez les liens et les références bibliographiques. D'accord. Au-dessous de la vidéo, mettez le lien vers la vidéo. D'accord? D'accord. Kif la même remarque par rapport aux phrases longues ou par rapport au lire à partir de l'écran. Donc, par exemple, la mise, c'est ce qu'on appelle les tableaux de bord. Oui ou non? Oui. Qu'est-ce le tableau de bord en fait? C'est une interface d'affichage des indicateurs. C'est ça ou pas? Et il n'y a aucune imprime écran ou une figure qui présente un tableau de bord. Donc, par exemple, trois phrases où il y a des indicateurs de synthèse, indicateurs opérationnels ou indicateurs tactiques, tu sélectionnes une figure, ces indicateurs-là, et tu présentes, tu synthétises les phrases qu'il faut dire pour commenter la figure, par exemple. D'accord? Sinon, pour toute la présentation, bien sûr, juste j'ai choisi l'exemple des tableaux. Sinon, les informations que vous avez choisies, les micros, s'il vous plaît. Fermez les micros. Les informations que vous avez choisies, les documents sont pertinents, donc vous mettez les liens pour que vos camarades profitent aussi, enrichissent les informations que vous avez présentées. Pour le reste des présentations, s'il vous plaît, respectez ce que nous avons discuté la dernière fois. Il ne faut pas mettre des phrases, il faut synthétiser, il faut surtout mettre les références bibliographiques à la fin. Et nous avons aussi discuté qu'il faut finir la présentation par un QCM, par une quiz à poser à vos camarades pour voir s'ils ont suivi votre présentation ou pas. D'accord? Sinon, je vous remercie pour l'effort. C'est une bonne présentation. Alors, moi, lorsque je donne des critiques, ça ne veut pas dire... Madame, ساعات les longues phrases هما اللي يفسروا. Après tout, c'est presque un cours, une présentation. ما نجمش باش يتبع معاك معناها شكون اللي يرد دي فراز. l'effort تنجم. نجم انا نقرا من غير معناها كتيبه وكل، اما عرفت اللي باش يتبع ينجم يدي عليه حتى باش يرجع يشوف حاجه ما باش يدي عليه. C'est ça l'exercice, Firas. L'exercice, c'est de ne pas mettre de longues phrases et quand même d'expliquer. C'est pas un cours. Tu vas présenter. صحيح مدام احنا بريزونتينا صحيح فما دي فراز، اما زاد فسرنا لي فراز بريسك معناها عملنا اني فور باش نفسروا لي فراز موجودين. مش l'effort est là, mais lorsque je donne une critique, ça ne veut pas dire que la présentation est mauvaise. La règle, c'est que dans une présentation, il ne faut pas mettre de phrases longues. C'est la règle. D'accord, Firas? D'accord. Si tu mets des phrases longues, donc la présentation manque de quelque chose. Et l'objectif de ces présentations, entre autres, c'est de se familiariser avec la façon de présenter. Donc, notre critique, ça ne veut pas, c'est pas pour vous uniquement, c'est plus utile pour ceux qui n'ont pas encore présenté. Il ne faut pas mettre de phrases longues dans une présentation. D'accord? D'accord. Vous pouvez arrêter la présentation, s'il vous plaît. N'oubliez pas de la partager sur le Drive. Ce format PowerPoint. D'accord. Vous voyez l'écran? Vous voyez la présentation? Oui, madame. Oui. Madame? Oui. C'est quoi la différence entre efficacité et efficience?
On va y arriver, on va y arriver. Déjà, je connais qui a posé la question. Qui a posé la question? Allez, madame. Allez, est-ce que vous pouvez répondre à votre camarade? C'est quoi la différence déjà entre efficience et efficacité? Et on va y revenir dans le cours. C'est quoi la différence entre efficacité et efficience? Ceux qui ont présenté... Madame, différence entre quoi? Efficience, efficience et efficacité. Qui n'a pas compris la différence entre efficience et efficacité. L'efficience, c'est هي capacité, capacité نتاع حاجة. L'efficience. Niveau de performance, l'efficience prise. والefficacité. L'efficacité هي معناها caractère معناها efficacité caractère نتاع quelque chose que ce soit نتاع حاجة caractère يعني l'efficacité. Mais l'efficacité et l'efficience sont deux indicateurs de performance. Mais caractéristiques. Ce sont deux indicateurs. Et là, vous avez parlé de l'efficience et l'efficacité lorsque vous avez présenté ce que vous avez appelé cycle et qui n'était pas un cycle. انت في البريزونطاسيون ديجا بعثت لنا باش شنو مش لي تيب لي انديكاتور الكل. يا فراس, la question était très simple. Quelle est la différence entre efficacité et efficience? Et vous avez déjà présenté ça. Votre camarade n'a pas compris la différence. Non, vous avez répondu avec une réponse fausse. Hein? Alors, l'efficacité, c'est l'écart entre ce qui a été planifié et ce qui a été réalisé, donc entre résultat et objectif. C'est l'écart entre le résultat et l'objectif, c'est l'efficacité. Je suis efficace si j'atteins l'objectif que j'ai planifié. L'efficience, c'est une comparaison entre le résultat et les moyens mis en œuvre. Est-ce que ce que j'ai réalisé est en harmonie avec mes capacités? Et j'ai 10 de moyenne. Et je peux avoir 12 ou 14, mais je ne fais pas d'effort. Je ne suis pas efficient, j'ai une mauvaise efficience. L'objectif c'est de réussir, je suis efficace. Je suis efficace. L'objectif c'est de réussir. J'ai réussi, j'ai eu un 10 sur 20. Je ne suis pas efficient, mes compétences me permettent d'avoir une moyenne plus importante. Khalil, est-ce que tu vois la différence? Oui, madame, merci. Firas, est-ce que c'est la réponse que tu as présentée à ton camarade? Non. Non. Donc, avec Firas, lorsque je vous ai dit il ne faut pas mettre des phrases longues, une phrase, tu seras obligé de synthétiser et lorsque tu comprends quelque chose, tu seras capable de l'expliquer. C'est tout simplement ça l'objectif. Ce n'était pas pour dévaloriser la présentation. Alors, on va revenir à la définition plusieurs fois, mais vous pouvez retenir l'exemple. L'exemple est plus explicatif des deux indicateurs. D'accord? D'autres questions? D'accord? Alors, on va commencer notre cours par le plan. Le rappel, on va en passer, on a passé beaucoup de temps à attendre, mais vous pouvez revenir au cours, il y a une petite synthèse de ce que nous avons vu. Et pour la partie sur les indicateurs de performance, on va commencer par la démarche, comment on peut mettre en place une démarche d'amélioration continue en exploitant certainement des indicateurs de performance. Qu'est-ce qu'on appelle indicateur de performance? Qu'est-ce qu'on appelle performance opérationnelle? Ce qui a été présenté par les trois indicateurs efficience, efficacité et pertinence. Et puis, je vais vous présenter quelques exemples de types d'indicateurs sur la chaîne logistique industrielle. On va aussi rappeler ce que vos camarades ont présenté sur la caractérisation des indicateurs par SMART et on va parler un peu des tableaux de bord. Pour la séance asynchrone, je vais partager avec vous l'étude de cas
qui résume ou qui exploite en même temps ce que nous avons vu la dernière semaine sur les systèmes d'information et ce que nous allons voir aujourd'hui avec les indicateurs de performance. Donc, vous allez travailler sur cette étude de cas et jeudi, on va essayer de discuter un peu ce que vous avez préparé comme réponse aux questions présentées dans l'étude de cas. D'accord? Alors, la démarche d'une amélioration continue est basée principalement sur ce qu'on appelle la mesure de performance du processus. Comment on va mesurer ces performances-là? À travers des indicateurs. Donc, ce que nous allons voir comme indicateur de performance, c'est la première étape de ce qu'on appelle la démarche d'amélioration d'un processus. Une fois les performances sont mesurées, on peut passer à l'analyse par un recensement de raisons d'une éventuelle inefficacité, et puis de traiter les causes par tri, puis par élimination. D'accord? Donc, la première chose, c'est mesurer les performances d'un processus. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la différence entre mesurer et évaluer? Normalement, madame, mesurer تصير قبل l'évaluation. Oui, déjà, l'étape de mesurer, c'est une première étape par rapport à l'évaluation. Qu'est-ce qu'on ajoute aux mesures pour dire que j'ai évalué cette mesure-là, tout simplement? Une amélioration, peut-être. Non? Avant l'amélioration, déjà, je vais voir est-ce que cette mesure est bonne ou pas. Donc, je vais faire quoi? Je vais la contrôler, la comparer par rapport à un seuil. Un repère. Voilà, un repère ou la seuil. Donc, le fait de mesurer, c'est juste attribuer une valeur à un indicateur. Par un capteur, par un appareil de mesure, par une appréciation. L'essentiel, c'est d'affecter ou d'assigner une valeur à une grandeur physique bien déterminée. Physique ou pas. Il y a une grandeur physique dès le début, elle a une grandeur abstraite, mais je la traduis par une grandeur physique qui m'a connu la dernière fois, comme la qualité, par exemple. Comment on peut mesurer la qualité d'une production? Par exemple, par le nombre de ventes. Il n'a jamais connu le nombre de ventes, mais le nombre de ventes, c'est le chiffre d'affaires, mais plutôt le nombre de réclamations clients, voilà le nombre de mauvaises pièces, le nombre de pièces non conformes, par exemple. Donc, la qualité, c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable, mais j'ai cherché un indicateur qui peut être quantifié pour mesurer cette grandeur-là, qui n'est pas au départ, qui n'était pas physique. Donc, mesurer, c'est attribuer ou assigner une valeur, et évaluer, c'est interpréter cette valeur et la positionner par rapport à une référence ou à un seuil. Bien sûr, le seuil doit traduire un objectif. Donc, pour l'ENA, je dois avoir un taux de réclamation client inférieur à 3%. Je mesure le nombre de réclamations, voilà le pourcentage de réclamations, je compare par rapport aux 3% pour voir est-ce que je suis dans les normes de mes objectifs ou pas. D'accord? Pourquoi évaluer maintenant? C'est pour ce que votre camarade a dit, pour améliorer, pour agir. Comment agir? Tout simplement, mettre en place les activités nécessaires pour améliorer cet indicateur-là. La valeur mesurée. D'accord? Donc, mesurer, évaluer et puis agir. Agir, c'est-à-dire mettre en place des actions correctives, mais ça peut être même des actions amélioratives pour éliminer les gaps, si ça existe, entre ce que j'ai mesuré et ce que j'ai mis comme objectif. D'accord? Donc, c'est ou bien pour maintenir un bon fonctionnement si j'ai une mesure qui est conforme à mes objectifs, ou bien pour récupérer le bon fonctionnement si j'ai mesuré un indicateur, si la valeur de l'indicateur mesuré est inférieure au seuil que j'ai déjà fixé comme objectif. D'accord? Ici, on indique quelques définitions de ce qu'on appelle un indicateur de performance. Il est mesurer, évaluer, et selon sa valeur, je vais agir. Ce qui est à retenir, c'est que un indicateur, c'est un chiffre. Ça ne peut pas être
quelque chose qui n'est pas quantifiable. Ça doit être une valeur chiffrée. D'accord? Donc, je dois traduire tout objectif par des chiffres. Les objectifs peuvent être stratégiques, tactiques ou opérationnels. On va voir quelques exemples tout à l'heure. Donc, un indicateur, il est chiffré. C'est une donnée quantifiée qui peut être ou bien réelle, s'il s'agit d'un système en fonctionnement, ou une simulation. Donc, je peux définir des indicateurs pour un système qui n'existe pas encore. En phase de conception, par exemple, ou en phase d'idée, par exemple. D'accord? Et je dois toujours me référer à une norme. La norme peut être un objectif stratégique. Une norme, une norme dans le système international. La norme, c'est un objectif à atteindre pour ce chiffre ou pour cet indicateur-là. D'accord? L'indicateur de performance doit être suivi ou associé à une action de pilotage. Je ne définis pas un indicateur juste pour avoir un indicateur au cas. Ça doit être évalué tout d'abord et puis suivi d'une action de pilotage dans le cadre de réalisation d'un objectif opérationnel ou autre. D'accord? Donc, les mots-clés, l'indicateur peut être réel ou simulé, il doit être quantifié et chiffré et ça doit refléter un objectif stratégique, tactique, opérationnel et doit être suivi obligatoirement par une action de pilotage. Je peux ajouter ici que les meilleurs indicateurs sont sous forme d'un ratio. Ce n'est pas écrit ici, même si un ratio. Parce que j'ai toujours la valeur de référence dans le dénominateur et la valeur de l'exercice dans le dénominateur. D'accord? Donc, j'ai toujours une comparaison par rapport à combien? Par rapport à 1 ou le 100%. D'accord? Très bien. La comparaison, elle est plus facile. J'ai fixé un seuil et je mesure uniquement ce qui se passe réellement dans l'exercice. Donc, généralement, un indicateur est sous forme de ratio. Quels sont les indicateurs? Voilà, les indicateurs, les KPI que je vais définir peuvent concerner quoi? Peuvent concerner les moyens, que ce soit outillage, infrastructure ou autre. Peuvent être des indicateurs de coûts. Les coûts de toute la chaîne logistique, ils peuvent être mesurés sur toute la chaîne logistique, que ce soit le coût de stockage, coût de production, de transport ou autre. Ça peut considérer les délais, tels que les retards, les temps de cycle, les takt time, etc. Ça peut mesurer en qualité de service, par exemple les défauts qualité, qui m'a parlé tout à l'heure, le nombre de réclamations retard, par exemple, le taux de satisfaction des clients aussi. Ça peut mesurer aussi un espace géométrique, ça peut mesurer l'activité d'un processus bien déterminé, le chiffre d'affaires pour le vente d'une famille de produits ou autre. Et donc, je peux aussi définir des indicateurs indépendants pour ces domaines, pour ces éléments de production. Et je peux définir des indicateurs qui sont des résultats de croisement entre ces caractéristiques. Vous connaissez, je suppose, le TRS. Est-ce que vous connaissez le TRS? Il faut le TRS ou pas? Non. Non? C'est le taux de rendement synthétique. Le TRS est l'indicateur le plus utilisé dans l'industrie. C'est l'indicateur, vous allez voir pourquoi il est le plus utilisé. Pourquoi il est le plus utilisé? Par son équation. Quand je fais l'équation, et vous allez comprendre l'importance de cet indicateur-là. Cet indicateur concerne en même temps les moyens, les délais, qualité de service, le périmètre et plein d'autres domaines dans l'industrie. D'accord?
On va revenir à ça. Juste comme un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire un croisement? J'ai cru que vous connaissez déjà cet indicateur, mais c'est pas grave. À la fin de cette présentation, on va discuter de cet indicateur-là. Ici, vous avez un exemple, des exemples d'indicateurs pour le long, moyen et le court terme, pour des indicateurs stratégiques, tactiques et opérationnels. Et on peut trouver, par exemple, le coût de production, il peut être considéré comme indicateur stratégique, tactique ou opérationnel. Pour, par exemple, le taux de profit, ça ne peut pas être calculé à court terme. Ça demande un exercice assez long, avec une durée assez importante. Le pic, par exemple, vous allez voir comment on détermine le pic dans le module prévision de la production. Ça ne peut être qu'un indicateur principalement pour le moyen terme. Ça peut concerner le stratégique, mais c'est principalement le moyen terme parce que ça s'étale sur 12 mois, par exemple. Pour les indicateurs opérationnels, on peut, par exemple, vérifier est-ce que j'ai payé toutes mes factures. C'est un indicateur, le nombre de factures non payées, c'est un indicateur de performance du niveau opérationnel. Ce sont des exemples. Et ce qui est opérationnel pour une entreprise, il n'est tactique ou stratégique pour une entreprise. Donc, ce que vous voyez ici, ce n'est qu'un exemple. Et ce qui est à retenir, bien évidemment, ce sont des exemples d'indicateurs. Peut-être des indicateurs que vous connaissez, d'autres sont nouveaux pour vous. Et ce qui est à retenir aussi, un indicateur peut être au même temps opérationnel, stratégique et tactique, ou là je peux trouver des indicateurs spécifiques pour un horizon bien déterminé. D'accord? D'autres exemples, mais ici, une précision. Il y a un croisement entre, les quatre, approvisionnement, production, distribution, vente. Ce sont les quatre. Ce sont des quoi? Les عاود لي ما سمعتكش. غلط هتقول لي 4G 4G 4C les 4 والله ما سمعتكش اكتبها ميساج ترى 4C شنو مال 4C؟ والله ما دام تذكرها هكا خلينا عملناهم بديات انا ما نعرفهاش كان تعرفها المره الجايه قولي عليها شنو هي الكاتسي خاطر انا شكون توا جو مو رابيل با مي هذوما سو سون دي فونكسيون تو سامبلومون سو سون دي فونكسيون de la chaîne logistique, la fonction approvisionnement, la fonction production, la fonction distribution et la fonction vente. Quelques fonctions de la chaîne logistique et en colonne, en ligne, vous avez les horizons, les courts, moyens et long terme. Et par exemple, si on prend l'ordonnancement, qui fait, je peux lire ça, c'est un indicateur à court terme pour l'évaluation de la production. La planification du transport, c'est un indicateur à court terme pour évaluer la distribution. La planification stratégique des ventes, c'est un indicateur long terme pour évaluer les ventes. D'accord ? Et vous avez les deux types de flux, le flux physique représenté par cette flèche-là et le flux informationnel avec la petite flèche noire-là. D'accord? Donc, ça s'appelle la matrice de supply chain planning. Emma, elle peut être complétée, elle peut être modifiée selon l'activité, selon l'entreprise. Madame, le flux physique, là, le schéma, oui. Le flux physique, il y a un transfert depuis ces fonctions-là, mais le long terme, le court terme. Le flux physique, c'est ce flux-là. D'accord? Comme la forme من بعد انت ما شفت في بالك باش نلقاو فلو في الوسط لا le flux physique معناتها le déplacement c'est vers la droite ou en même temps عندك لهنا des détails sur chaque étape de production avec نحكيو على entreprise industrielle bien évidemment. D'accord, وهنا زاد le flux informationnel est manquant ici il y a un flux informationnel
entre les différentes fonctions. Mais juste, ce n'est pas l'objectif de présenter cette matrice-là. D'accord? C'est clair? Merci, madame. Merci. وصلنا شو اسمه هذا des cycles. C'est le triangle de la performance opérationnelle. Comment on va lire? C'est le même triangle qui existe partout, mais il faut le comprendre. Alors, les sommets du triangle, c'est les trois composantes avec lesquelles on va évaluer cette performance opérationnelle-là. On l'évalue par les objectifs fixés, par les résultats réalisés et par les moyens mobilisés. En faisant quoi? En évaluant les trois indicateurs, efficacité, efficience et pertinence. Ces trois indicateurs, chaque indicateur de ces trois, il traduit la relation entre deux sommets du triangle de la performance opérationnelle. Par exemple, l'efficacité, elle traduit la relation entre les résultats et l'objectif fixé. D'accord? Donc, chaque indicateur, il traduit la relation entre deux sommets du triangle de la performance opérationnelle. D'accord? L'efficacité, elle évalue l'écart entre les résultats réalisés et les objectifs fixés. L'efficience, elle mesure l'écart entre la pertinence, l'indicateur de pertinence, à répondre, on va y arriver, à répondre à une question qui évalue ce que j'ai réalisé par rapport à ce que je pouvais réaliser si j'ai travaillé autrement. Et la pertinence, ça mesure l'écart entre les objectifs fixés et les moyens mobilisés. Donc, l'efficacité, elle caractérise l'écart entre objectifs et résultats, objectifs à atteindre et résultats réalisés, et ça permet de répondre à la question à quel point l'objectif fixé est atteint. Donc, si l'indicateur permet de répondre à la question est-ce que, à quel point l'écart entre l'objectif fixé et ce que j'ai réalisé, je parle d'un indicateur qui traduit l'efficacité. L'efficience, ça mesure le rendement du système comparé aux moyens mis en œuvre pour réaliser un résultat bien déterminé. Et donc, ça permet de répondre à la question, est-ce que ce que j'ai réalisé comme résultat sont suffisants si on prend compte les moyens mis en œuvre? Donc, énergie, un entrepreneur, ou à titre milliard. Vous avez 10 000 dinars par mois, par an même. À titre 1 milliard, 1 million de dinars, on a un gain de 10 000 dinars par an. Est-ce que c'est efficient? Pas du tout. Les moyens mis en œuvre ne traduisent pas, les résultats obtenus ne reflètent pas les moyens mis en œuvre. D'accord? Donc, ça mesure l'écart entre les moyens et les résultats. La pertinence, ça concerne l'adéquation des moyens par rapport aux objectifs. Et donc, est-ce que ce que j'ai fixé comme objectif est cohérent à ce que j'ai comme moyen? D'accord? Est-ce que c'est clair la différence entre ces trois indicateurs? Oui. Des questions? Les trois indicateurs sont très, très utilisés pour l'évaluation de l'activité des entreprises industrielles ou de services. Donc, il est très intéressant de voir ou de comprendre la différence entre l'exploitation et les équations, ça diffère d'une entreprise à une autre. Mais l'objectif de la mise en place de ces indicateurs-là est toujours le même. C'est de mesurer l'écart entre deux sommets du triangle de la performance opérationnelle. D'accord? Et ici, vous avez la définition que vos camarades ont partagée tout à l'heure.
Ça confirme le plus intéressant, c'est très intéressant de bien choisir les documents, mais c'est aussi très intéressant de savoir comment les présenter. L'exercice d'exposer fait 3 compétences au moins. C'est le choix et la pertinence des documents à présenter, comprendre ces documents-là, puis comment vous allez les présenter. Si vous exercez ces 3 étapes, chaque fois où vous avez une présentation, le projet de fin d'études, comme par la suite, vous serez très à l'aise dans les présentations. D'accord? On revient au cours. Donc, les 3 indicateurs normalement sont clairs. Il faut bien comprendre la différence entre ces 3 indicateurs et la définition de chacun de ces 3 indicateurs. Si on veut lier maintenant l'efficacité à l'efficience, on va dire que l'efficience, c'est une fonction de l'efficacité, l'efficience, c'est un résultat de l'efficacité. D'accord? 2 autres définitions de ces 2 indicateurs. L'efficacité, c'est une comparaison de ce qui a été réalisé par rapport à ce qui a été programmé, c'est l'efficacité. Et l'efficience, c'est fournir le bon produit de point de vue qualité et quantité. Là, c'est côté production, au bon moment, au bon client, c'est côté client. C'est-à-dire trouver la meilleure relation qui exploite au mieux les ressources mises en œuvre. Mais je préfère cette définition-là. Je préfère l'efficience, c'est mesurer la qualité du résultat réalisé par rapport aux moyens mis en œuvre, mais il est très intéressant de lier aussi l'efficacité à l'efficience. L'idéal dans un exercice d'entreprise industrielle ou de service, c'est de trouver un très bon niveau d'efficience et un très bon niveau d'efficacité. Je connais l'activité de l'entreprise rentable, efficace et efficiente. D'accord? Les indicateurs de performance se trouvent sur toute la chaîne logistique, qui m'a l'exemple de tout à l'heure. Donc, à n'importe quel point de la chaîne logistique, je peux définir des dizaines d'indicateurs de performance dépendamment du besoin. Cette information des catégories des indicateurs a été présentée dans l'exposé de vos camarades par Activity Metrics ou Impact Metrics. Donc, il y a des indicateurs de synthèse, c'est-à-dire qu'ils vont traduire qu'est-ce qui est en train de se dérouler dans l'entreprise, et des indicateurs d'analyse qui vont interpréter ces indicateurs-là par rapport à un seuil, voilà, un objectif. D'accord? Et dans ce même cadre, on peut définir 3 fonctions des indicateurs. Ça a été mentionné aussi dans la présentation. Je peux définir des indicateurs pour une simple mesure, puis un contrôle, on a discuté de ça, et fixer des seuils ou des limites pour alerter en cas de corruption, voilà, en cas de non-atteinte d'un objectif bien déterminé. Donc, les fonctions des indicateurs de performance sont en nombre de 3. On peut définir des indicateurs qui vont mesurer, que ce soit l'activité, les moyens, la productivité ou autres. Ce sont des indicateurs de mesure. Je peux définir des indicateurs qui vont contrôler, par exemple, le taux de réalisation par rapport à un cahier de charge prédéfini. Et je peux définir des indicateurs pour alerter, par exemple, si une concentration de l'air d'un gaz nocif atteint un seuil alarmant qui peut risquer un accident. Voilà, je peux alerter un dépassement des temps standards, par exemple le temps de cycle et le temps de production d'une commande, voilà, d'un lot bien déterminé, et de 55 minutes, par exemple.
je peux définir un indicateur qui me donne un signal, que ce soit lumineux, ou un signal sonore, ou un signal, peu importe lequel, qui peut me signaler que le temps est proche de 55 minutes. Par exemple, à 50 minutes, j'exige une alerte. Je peux appeler ça un indicateur d'alerte. Voilà, cet indicateur peut avoir la fonction d'alerte si j'ai un tableau de bord pour définir ces alertes-là. Est-ce que vous connaissez que ça veut dire des files d'attente? L'expression « la présentation ». Je m'en ai une file d'attente. Où est-ce que je peux trouver une file d'attente dans l'entreprise? File d'attente de quoi? Des stocks peut-être. نجم يكون stock, oui. نجم يكون une acceptation de stock. Ou bien Production de produits. Produit fini, oui. Comme matière première. C'est bon. نجم يكون commande. Une file d'attente de commande. نجم يكون une file d'attente de tâches à exécuter. Une file d'attente de défaillance à réparer. D'accord? Et pour la gestion de ces files d'attente-là, il y a ce qu'on appelle les règles de priorité. Est-ce que, par exemple, on est dans l'exemple de la maintenance, est-ce que la première machine qui tombe en panne sera réparée toujours dans la première position, ou là je peux laisser la première machine qui est tombée en panne quelques minutes, attendre quelques jours par exemple, parce qu'il y a une intervention urgente. D'accord? Donc, vous allez voir dans le module ordonnancement, je nomme les règles de gestion des files d'attente. Mais ce qui m'intéresse, on peut trouver une variété une dizaine de variétés de files d'attente dans une entreprise industrielle ou autre. Les hôtels, par exemple, je peux trouver une file d'attente de clients, tout simplement. Dans les entreprises de transport aussi, compagnies de transport. D'accord? Et il y a les indicateurs coûts, ce sont les indicateurs les plus intéressants certainement. Donc le temps et le coût sont les deux critères qui définissent les indicateurs les plus importants. L'objectif principal de la mise en place des indicateurs, c'est de garantir l'atteinte des objectifs, que ce soit par une maîtrise du processus, c'est-à-dire si tout va bien, si les mesures sont conformes à mes objectifs. Mon objectif, c'est de maîtriser le système, de le maintenir dans son fonctionnement. Sinon, les indicateurs servent à avoir une réactivité importante par rapport au changement. Des réglages, par exemple, des réparations ou des actions de maintenance en cas de défaillance, etc. D'accord? Donc, c'est mesurer, évaluer, agir. Agir, c'est ou bien maîtriser le fonctionnement ou bien récupérer le bon fonctionnement. D'accord? Et là, vous avez quelques exemples d'indicateurs sur toute la chaîne logistique. Vous pouvez remarquer, il y a par exemple des délais de livraison dans la logistique amont et des délais de livraison, le même indicateur dans la logistique aval. Et la fonctionnalité ou la fonction de l'indicateur n'est pas la même. Le délai de livraison qui m'intéresse ici, je peux la discuter avec le fournisseur, mais les délais de livraison dans la logistique aval, ce sont les exigences du client par rapport à ma production. Qu'est-ce pour le taux de service? Dans la logistique aval, c'est... Je m'en ai un taux de service déjà. Comment on a défini le taux de service? Pour la logistique aval, par exemple, c'est le pourcentage, ou le nombre, ou le taux de réponse, de ma réponse en tant qu'entreprise aux demandes de clients. Le taux de service pour la logistique amont, c'est le pourcentage ou le taux, le nombre de réponses positives du fournisseur par rapport à mes demandes à moi. D'accord? Donc, l'équation diffère. Le nom de l'indicateur est le même, mais son expression, son équation n'est pas la même. Les coûts opérationnels, c'est qu'est-ce que ça va me coûter de produire un tel
un produit ou un autre. Le niveau de stock, c'est clair. La couverture de stock, on va revenir à cet indicateur-là lorsque on va parler de la gestion de stock. Nombre de commandes moyennes. Et vous pouvez consulter si vous avez un indicateur qui vous parle ici, on peut le discuter. Mais j'ai choisi cette figure-là. Il y a des exemples parlants des indicateurs sur toute la chaîne logistique, des indicateurs de production pour la logistique amont et la logistique aval. Il y a la qualité des prévisions aussi. On va discuter de ça profondément dans le module prévision aussi. D'accord? Et là, vous avez une petite synthèse sur les différentes catégories des indicateurs sur la chaîne logistique. Les indicateurs les plus évidents, les indicateurs coûts, par exemple de production, de stockage ou de transport, et les délais. Délai par rapport au client, la variabilité par rapport au client et aux fournisseurs, par exemple. Et la troisième catégorie, ce sont les performances orientées approvisionnement, orientées supply. C'est en relation avec les stocks, avec le niveau des encours. Les encours, je connais des encours. Qu'est-ce que ça veut dire, encours? Ce sont les stocks intermédiaires, ce sont les WIP, ce sont les stocks entre les postes de travail, par exemple. Working process. D'accord? Donc, le niveau des encours, c'est un indicateur d'approvisionnement. Le niveau de stock, les services, le taux de service interne. La réponse de chaque poste à aval par rapport au poste amont. D'accord? Et la quatrième famille, ce sont les performances du processus, telles que, par exemple, la qualité des prévisions. On a discuté la dernière fois les prévisions. On a lié une estimation des ventes et par conséquent une estimation de la production. Donc, est-ce que ce que j'ai calculé comme prévision, l'écart entre ce que j'ai calculé comme prévision et la réalité, est-ce que c'est bon ou pas? D'accord? La précision de stock et les performances du processus, S&OP, c'est Sale and Operations. C'est ce qu'on appelle en français le PIC. On va voir comment on élabore ce PIC-là. C'est le plan industriel et commercial. C'est un indicateur, un tableau qui mesure, si vous voulez, qui me permet de calculer la charge, voilà, la capacité dont je dois disposer pour répondre à des besoins bien déterminés. On va voir comment on va élaborer ce PIC-là. D'accord? Donc, quelques exemples par catégorisation en famille des indicateurs de performance, en plus de ces exemples-là, bien sûr, et en plus aux exemples que nous avons présentés lorsqu'on a parlé des horizons. Vous vous rappelez de cette présentation? C'est ce qu'on a appelé les sources de perte de temps. Et je vous ai dit qu'on va revenir à cette figure-là lorsqu'on va parler des indicateurs de performance parce que c'est à partir de cette figure-là qu'on va calculer l'indicateur de performance clé des entreprises industrielles et l'examiner le TRS, le taux de rendement synthétique. C'est un indicateur dit intégrateur parce que ça prend en considération en même temps la disponibilité des équipements, la qualité de la production et la performance de la production. Donc, c'est un indicateur qui intègre presque toutes, même pas presque, qui intègre toutes les parties intervenant dans la production, la qualité, la maintenance et la production, pour offrir un indicateur de synthèse intégrateur, un indicateur intégrateur de synthèse qui permet d'une part d'analyser ce qu'on appelle le post-goulot. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire un post-goulot? Vous connaissez l'expression de post-goulot? B. La réponse est non, je suppose. Imaginez que vous avez une ligne de production qui a 3 postes. Donc, une ligne de production à 3 postes.
Donc, poste 1, poste 2 et poste 3. Et le temps de cycle pour le premier poste, c'est 3 minutes. Le temps de cycle, le temps mis pour le traitement, pour l'étape exercée sur le premier poste. Pour le deuxième poste, 5 minutes. Et pour le troisième poste, 2 minutes. J'ai besoin de combien de temps pour produire une pièce? J'ai besoin de 3 plus 5 plus 2. D'accord? Imaginez que nous avons des stocks. Imaginez que nous avons des stocks. Donc, pour le deuxième poste, il n'a pas à attendre le premier poste pour produire. Après combien de minutes je vais avoir la deuxième pièce? Le rythme de production sera conditionné par quel poste? Le premier, le deuxième ou le troisième? Le rythme de la production. Est-ce que ça sera... troisième. Allez, le troisième. Pourquoi le troisième? كان هي ما كملتش قلنا عندنا ستوك احنا on suppose اللي on a un stock. Donc il ne faut pas attendre. Stock généralement on le présente par un triangle, un stock partout. Car c'est l'étape qui a la plus faible cadence dans ce flux de production. Donc, la plus faible cadence, c'est qui a le temps de cycle le plus important. Très bien. Donc, le poste 2 va conditionner le rythme de production. Dans un régime permanent, je vais avoir une pièce toutes les 5 minutes. C'est le poste qui prend le temps le plus grand qui va conditionner le rythme de travail. Ce deuxième poste-là, on s'appelle un poste golo. C'est le poste qui va conditionner le rythme du travail. D'accord? Le TRS me permet, entre autres, d'étudier ce qu'on appelle le poste golo, c'est-à-dire le poste le plus critique. Ça peut être par le temps, voilà un autre critère, on va revenir à ça, Féline. Et là, c'est le poste qui conditionne le rythme de production. D'accord? Donc, la réponse qui a été donnée par, je connais les géographes. Amir, merci. Amir, la réponse qui a été donnée par Amir n'est pas loin de la définition du poste golo. D'accord? Ça peut être un poste golo, mouche par rapport au temps, par rapport à un autre critère, mais le plus utilisé, c'est le critère durée. C'est le poste qui a le temps de cycle le plus important. Ça permet d'analyser, mouche éliminer, analyser le poste golo et chercher des solutions pour ce problème-là. Ça permet de mesurer les actions de progression, de progrès. Ça permet d'identifier les pertes et plein d'autres fonctions pour cet indicateur clé de performance qu'on appelle taux de rendement synthétique ou TRS. D'accord? Comment on calcule le TRS maintenant? À partir du graphe que nous avons déjà vu pour les sources de perte de temps, on peut le calculer de deux manières. Ou bien temps utile sur temps requis, tout simplement. Donc, c'est le nombre de bonnes pièces produites sur le nombre total de pièces produites. Ou bien, je peux le calculer par ce qu'on appelle le taux de qualité fois le taux de performance fois le taux de disponibilité. Le taux de qualité ou le nombre de bonnes pièces sur le nombre de toutes les pièces réalisées. Le taux de performance est calculé par le temps net sur le temps de fonctionnement, temps net sur temps de fonctionnement, et le taux de disponibilité opérationnelle, il est calculé comme un temps de fonctionnement divisé par le temps requis. Il y a d'autres façons de calculer les taux de qualité, performance et disponibilité. On va les voir dans le TD. On va avoir un TD sur le TRS. D'accord? Donc, le TRS, c'est ou bien taux de qualité fois taux de performance fois taux de disponibilité opérationnelle, calculé par n'importe quelle formule. On va voir quelques exemples, comme déjà un exemple, et on va voir un autre exemple, ou bien temps utile divisé par le temps requis. Donc, je vous rappelle, je n'ai temps utile ou je n'ai le temps requis. Le temps utile, le temps total, moins
temps de fermeture planifié, essai et sous-charge, arrêt de production, micro-arrêt et non-qualité, divisé par le temps requis, c'est-à-dire le temps total moins la fermeture planifiée, moins les temps mis pour les essais, le sous-charge et le préventif. Si vous avez ces deux temps-là, tant mieux, vous divisez, le ratio sera égal au TRS. Sinon, on va calculer les taux de qualité, taux de performance et taux de disponibilité opérationnelle. D'ailleurs, ce qu'on appelle le TRS, c'est l'indicateur clé de la production. D'accord? On a le TRG. C'est un deuxième indicateur moins utilisé, mais c'est un indicateur très intéressant aussi, qui est égal au TRS multiplié par ce qu'on appelle le taux de charge. C'est-à-dire le pourcentage d'occupation, que ce soit du personnel ou des équipements, par rapport à 1, par rapport au 100%. D'ailleurs, généralement, c'est une donnée, le taux de charge. Et on peut calculer aussi ce qu'on appelle le TRE, qui est égal au TRG, c'est-à-dire TRS fois taux de charge, fois ce qu'on appelle le taux stratégique d'engagement. C'est une donnée stratégique donnée par la direction, par les responsables stratégiques de l'entreprise industrielle. D'accord? Donc, les indicateurs les plus utilisés, à part les indicateurs opérationnels, du taux de service, du nombre de réclamations, etc., indiquent l'efficacité, l'efficience et la pertinence, le TRS et le TRG surtout. On peut utiliser aussi le TRE si on a une visibilité sur la stratégie. D'accord? Pour la disponibilité opérationnelle, je peux trouver une valeur de disponibilité opérationnelle, ou elle l'a calculée à partir des temps, quand je trouve un exemple pour ça, ou bien je peux détailler la disponibilité opérationnelle en considérant, c'est juste pour votre information, vous n'êtes pas demandé à apprendre ça, bien sûr, mais comme dans un projet par les temps, comment calculer, exemple de calcul de temps de fonctionnement par rapport à un temps requis, vous pouvez utiliser ces détails des temps d'arrêt. Ça peut être pour changement de fabrication, pour contrôle, pour un réglage fréquentiel ou l'entretien fréquentiel, pour un arrêt fonctionnel ou autre. Ça peut être un arrêt pour panne aussi. Donc, c'est un exemple de détail pour le calcul de temps de fonctionnement à partir du temps requis, c'est-à-dire calculer ce qu'on appelle la disponibilité opérationnelle. Et là, vous avez des exemples d'indicateurs regroupés en 5 familles. C'est une norme, c'est un standard utilisé par un grand nombre d'entreprises industrielles. On peut regrouper les indicateurs selon les fonctions logistiques, c'est-à-dire gestion de stock, fiabilité de la prévision, taux de service, adéquation des commandes, comment je vais suivre la cohérence de ma réponse aux commandes reçues, suivi des délais et le taux de service par rapport au consommateur. On peut catégoriser les KPI d'une autre façon, mais c'est une des méthodes de regroupement des indicateurs de performance. Je vous laisse le soin de lire, de voir quels sont les exemples d'indicateurs proposés pour ces familles-là. Pour ce qui est caractérisation d'indicateurs, il y a une recommandation, une caractérisation de chaque indicateur qui va être défini sur la chaîne logistique. C'est le caractère SMART. Un indicateur doit être SMART, un KPI, je veux dire. Il doit être spécifique, c'est-à-dire je dois fixer clairement l'objectif que je cherche. Et cet objectif-là doit être compris par tout le monde. Doit être spécifique, c'est-à-dire pointu, bien défini et clair pour tout le monde. Il doit être mesurable, c'est-à-dire je peux trouver une équation qui va mesurer cette performance que je vais évaluer. Si ce n'est pas mesurable, je dois le traduire en un indicateur quantifiable mesurable. Il doit être accepté par le responsable, l'employeur, et par l'employé qui va travailler. D'accord? Par exemple, pour les ressources humaines, je vais mesurer la performance de mes employés par le nombre de jours, voilà, le nombre d'heures de retard, le nombre de minutes de retard. Et je vais mesurer la performance de mes employés par le nombre de minutes de retard. Et en tant qu'enseignant, je peux pas accepter de calculer ma performance par 5 ou 6 minutes de retard. D'accord?
Donc, un indicateur doit être accepté par tout le monde, par tous les intervenants. Il doit être réaliste. Je ne peux pas dire au bout d'un mois, je vais faire un gain de 500 000 dinars. Sauf si j'ai des moyens mobilisés très importants ou la femme a des circonstances qui le permettent. Et il doit être réalisable dans le temps, c'est-à-dire techniquement possible de réaliser. Il est techniquement possible de réaliser cet indicateur dans la période définie. Et vos camarades ont présenté un exemple très mais la remarque ici, l'exemple qu'ils ont présenté pour l'indicateur, pour décrire qu'est-ce qu'un indicateur SMART, et il était très pertinent. D'accord? Vous pouvez revenir à la présentation pour voir l'exemple. S'ils veulent, ils peuvent nous rappeler l'exemple qu'ils ont présenté, comme vous voulez. SMART, c'est un acronyme qui peut être expliqué ou qui peut être détaillé ou bien par des mots français ou par des mots anglais avec le même acronyme SMART. Specific, measurable, achievable, relevant et time frame. C'est-à-dire cadré dans le temps. Les définitions, enfin, il y a des nuances différentes entre les deux définitions, mais ça reste dans la même logique. D'accord? Voilà ce qui est un indicateur SMART. Pour les tableaux de bord, maintenant, présentés par votre camarade tout à l'heure, un tableau de bord doit être lisible rapidement et doit être percevable par l'œil. Lorsque vous voulez mettre en place un indicateur de performance, un tableau de bord, pardon, il doit être idéalement présenté par des courbes, par des couleurs, par une évolution en temps réel, etc. D'accord? Donc, le TRS est généralement présenté par quelque chose qui ressemble à cette figure-là. Les temps de cycle sont présentés par un histogramme comme ce que vous voyez en bas de cette figure-là. Cette figure-là, le goulot d'étranglement, quel est le goulot d'étranglement ici? نبداو بquelle couleur? Est-ce que c'est vert, c'est jaune ou la rouge? Vous êtes là? Production jaune. Par définition. Par définition, le goulot d'étranglement, c'est le poste qui a le temps de cycle le plus important. Donc, c'est le premier rouge ici. Le goulot d'étranglement. D'accord? Juste pour cadrer ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure. Donc, un tableau de bord, c'est un rapport de synthèse des indicateurs et qui doivent être mis à jour. C'est la valeur de l'indicateur mise à jour. D'accord? Un tableau de bord doit avoir un message clair, c'est-à-dire il doit être compréhensible par tout le monde, il doit être lisible facilement, il doit avoir un objectif bien déterminé et il doit être simplement et significativement présenté. C'est une communication entre celui qui a défini l'indicateur et celui qui va lire l'indicateur. Par exemple, des tableaux de bord numériques. Excel me permet par exemple d'élaborer un tableau de bord. Vous allez avoir l'opportunité d'élaborer des tableaux de bord, que ce soit dans vos projets ou dans les modules qui vont venir pour cette année ou pour la 5e année. Un tableau de bord doit aussi être raffiné et mis à jour continuellement. Moi, je fais un tableau de bord, donc je l'oublie, je le laisse sans contrôle, sans une mise à jour. Et là, vous avez un exemple d'un tableau de bord pour l'évaluation de l'absentéisme, par exemple, mais on peut bien sûr avoir des indicateurs pour le déroulement de la production, tel que le TRS, par exemple. D'accord? Des questions? Non, il n'y a pas de questions.
Donc, comme je vous ai dit, je vais vous partager bien sûr l'enregistrement, je vais vous partager le support de cours et l'étude de cas. Les qui ont présenté, veuillez s'il vous plaît partager votre présentation. Kiff ceux qui ont présenté la semaine dernière. Hein. N'oubliez pas de partager vos présentations sur le lien Drive. D'accord? Pour jeudi, merci. Pour jeudi, on a l'étude de cas. Et on va travailler pour 45 minutes sur l'étude de cas et puis nous aurons la présentation. Vous pouvez me rappeler le sujet de la présentation du jeudi? Amazon, madame. Amazon. D'accord. Madame, sinon, à propos de la présentation d'Amazon, est-ce que ma chaîne logistique ou chaîne d'Amazon? Oui. La logistique de l'entreprise Amazon. Ils ont des concepts logistiques bien particuliers. Ils ont des modes de gestion logistique particuliers. Ils ont par exemple les drones. Ils ont une méthode de stockage bien spécifique. L'organisation des étagères aussi. Vous pouvez parler de ça. Les modes de transport sont spécifiques aussi. Très bien. Donc, la chaîne logistique d'Amazon, si vous avez une autre entreprise par la suite. Et en plus de ça, vous allez parler des concepts logistiques spécifiques utilisés par Amazon. C'est un souci pour l'environnement Amazon. C'est très intéressant de souligner ça. Quand il y a le chiffre d'affaires, nombre d'employés, comment ils gèrent leurs fonctions logistiques, etc. Donc, vous ne pouvez pas donner toutes les informations sur la gestion logistique d'Amazon, certainement, mais il faut présenter des informations pertinentes et riches quand même sur la chaîne logistique d'Amazon. Elle est très particulière. C'est une des 3 de top 3 pour les chaînes logistiques dans le monde. D'accord? D'autres questions? D'accord? Je vous remercie pour votre présence et à jeudi, Inch'Allah. Merci, madame. Merci.